Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode sur le développement de l'enfant et la parentalité responsable. Dans cet épisode, on va se pencher sur le phénomène des crises incontrôlables chez les petits-enfants, des explosions de colère. Pour ce faire, je vais me baser sur un épisode de l'émission La Maison des Maternelles qui parle justement de gérer les crises de colère. C'est une émission française dont vous avez le lien ci-dessous et qui va être dans la description de l'épisode, qui principalement est fait en deux parties. Il y a d'abord un groupe d'intervenants, animateurs qui expliquent, qui parlent de ce phénomène-là avec une maman qui sert de témoignage par rapport à sa propre situation et une psychologue qui donne des conseils, des trucs pour gérer, pour supprimer les colères chez l'enfant. Et la deuxième partie, si on veut, c'est un film, enfin je veux dire c'est un reportage qui a été fait chez une mère qui a accepté d'être filmée chez elle avec sa fille de 4 ans, si je me souviens bien, qui effectivement fait des crises à peu près tout le temps pour tout et pour rien et dont on voit plusieurs exemples filmés en direct dans sa réalité à elle. Et bon, après ça, il y a un retour là-dessus et de nouveau la psychologue qui donne des conseils et qui recommande des choses pour pouvoir gérer la situation. J'ai pris cet exemple-là parce que je trouve que ça illustre bien qu'il y ait des choses importantes qui manquent dans ce type d'intervention, dans les recommandations qui sont faites dans ce genre de situation-là, et aussi que la conceptualisation même, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe quand l'enfant fait des crises, c'est quoi la dynamique et surtout de quoi il a vraiment besoin dans ces moments-là ou plus généralement pour faire face à ses colères est aussi manquante là-dedans et pour moi est vraiment essentielle à comprendre, à avoir en tête pour pouvoir bien réagir, bien s'adapter et permettre à l'enfant de grandir, d'évoluer dans la situation. Je vous recommande de regarder au complet cet épisode-là, mais je vais mettre des extraits, je vais commenter des extraits de cette émission-là au cours de ma capsule vidéo. Pour bien comprendre les concepts que j'évoque dans cette vidéo, je vous conseille également de regarder la série de 10 vidéos théoriques que j'ai fait sur le développement de l'enfant et sur la parentalité responsable, dont je mets les liens par moment dans cette vidéo-là en bas de l'image, et particulièrement la vidéo numéro 8 sur l'encadrement de l'humeur. Les colères chez l'enfant, ça commence à quel âge et surtout à quel âge ça s'arrête? Très bonne question. Ça dépend un peu comment on le Allons à l'essentiel. C'est quand que c'est fini? La solution. C'est vrai que souvent autour de 18 mois, ça va commencer. On va dire jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Après, si on a négocié, je donne pas beaucoup d'espoir, hein, c'est un petit peu long. Mais quand on les négocie bien, en fait, quand on est vachement dans l'anticipation, on va quand même en enlever énormément. Alors, il y a beaucoup de choses que la psychologue ou que les différents intervenants proposent comme trucs, comme moyens, qui sont bons, qui ne sont pas problématiques en soi, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Notamment l'idée que résoudre les colères de l'enfant n'est pas uniquement de les éviter, pas uniquement de gérer comment faire en sorte pour que la crise ne se produise pas. L'enfant a besoin qu'on lui transmette la capacité que lui, il puisse petit à petit gérer ses propres frustrations, ses déceptions, ses stress, etc., sans à chaque fois éclater ou sans à chaque fois avoir besoin que quelqu'un aménage autour de lui la réalité pour qu'elle soit moins difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'accent, dans ce genre d'émission que j'ai entendu souvent, est souvent mis sur la rationalisation. À un moment donné, la psychologue dit il faut avoir une discussion solennelle avec votre enfant de 2 ans, même s'il ne comprend pas bien, etc. Non, l'enfant ne comprend pas, il est beaucoup trop jeune, il n'y a pas de rationalisation à avoir là-dedans, c'est pas comme ça qu'on peut avoir vraiment un impact dessus, donc c'est pas un moyen qu'on peut utiliser de négocier, de parler. On va voir dans la vidéo aussi sur la mère qui est filmée avec sa fille qui fait des crises, qu'elle aussi négocie, parle énormément avec sa fille, etc. Ça ne sert absolument à rien de faire ça avec des aussi jeunes enfants. Avec des plus vieux enfants, avec des adolescents, leur expliquer les règles, leur parler, passer un accord avec eux, etc. Oui, ça peut être utile et c'est surtout important qu'ils apprennent à fonctionner petit à petit de cette façon-là parce que dans le monde adulte, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner, mais quand ils sont en dessous de 5 ans, ça ne sert absolument à rien. Et évidemment, il manque, évidemment non, justement, c'est pour ça que je fais la vidéo, il manque vraiment un point important, un aspect vraiment absolument important, c'est l'intervention sur l'humeur de l'enfant, pas juste sur le comportement. Autrement dit,
tout ce qui est montré dans cette émission-là semble être d'intervenir quand l'enfant est en colère, refuse, vit une frustration, quand ça déborde. Mais en général, quand on commence à intervenir là, c'est que c'est déjà trop tard. La crise est déjà inévitable parce que l'enfant est déjà en perte de contrôle intérieur. Il faut vraiment intervenir sur l'humeur de l'enfant. Fait que je vais vous montrer les différences et comment faire en sorte que justement ce genre de situation-là se produise le moins possible à partir de là et quand ça se produit, comment le gérer en partie en tout cas différemment. Les techniques proposées, mises en avant, principalement par la psychologue dans cette émission, je les ai résumées de la manière suivante. 1. Faire anticiper l'enfant, le préparer aux frustrations. Ça, c'est probablement, je trouve, la meilleure dans ces techniques-là. Effectivement, l'enfant étant toujours centré sur le présent, n'ayant pas une capacité de recul, le petit enfant en tout cas, il a tendance à être tout le temps surpris et potentiellement dérangé par tout changement qui arrive dans sa réalité. Et donc, le préparer, le faire anticiper, etc., c'est toujours très bon pour lui, pour son développement aussi. Expliquer les règles claires et s'y tenir, comme je l'ai dit, expliquer c'est un enfant, il n'a pas beaucoup de capacité rationnelle, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, s'y tenir, ça c'est extrêmement important parce que même si lui ne les comprend pas, son système nerveux, son système émotif va être capable d'anticiper telle chose ça se fait, telle chose ça se fait pas, telle chose c'est possible, telle chose non, etc. Et donc d'avoir des règles claires et de s'y tenir, c'est très important. Évidemment que des fois on fait des exceptions pour toutes sortes de bonnes et de plus mauvaises raisons, mais de manière générale d'être le plus systématique possible sur les règles, c'est très sécurisant pour l'enfant et ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile à gérer comme ça. Par contre, le volet explication, ça, il n'est absolument pas nécessaire avant un âge plus avancé, avant qu'en fait, ils commencent par eux-mêmes à rationnellement pouvoir donner des arguments sur je sais pas, par exemple, je voudrais me coucher plus tard parce qu'il se passe ça, il me semble que, etc. Puis là, on peut commencer à regarder un peu avec eux, mais en dessous de 5 ans, encore une fois, la majorité du temps, ça sert absolument à rien. Donner des choix restreints, sans importance, pour maintenir son impression de décider, de divertir. Elle donnait l'exemple de, bon, sors du bain, tu veux t'essuyer avec la serviette rose ou avec la serviette bleue. Ok, c'est vrai que c'est bien, probablement que ça aide effectivement à éviter les crises sur le moment, mais encore une fois, je rappelle, l'idée générale dans l'éducation de l'enfant, c'est pas de lui faire éviter les crises à tout prix, c'est de petit à petit lui transmettre la capacité à lui de gérer les imprévus, de gérer ses situations. La 4e, refléter la cause de la frustration pour le saisir. Ah, tu avais, donné l'exemple, là, tu veux pas manger tel truc parce que tu veux telle chose, etc. Encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose quand l'enfant n'est pas réceptif à ça. Oui, le faire mentaliser quand il est dans un état avec une ouverture d'esprit, c'est très important, il faut le faire. Mais comme je l'ai dit dans mon 3e point, vu qu'il n'y a pas d'intervention sur l'humeur, la plupart du temps, le fait de le faire mentaliser, de lui expliquer pourquoi il est dans tel effet, dans tel état, qu'est-ce qui l'anime, etc., ça va juste complètement tomber à plat parce qu'il n'a pas la disponibilité intérieure pour pouvoir recevoir ça. Et donc, c'est de l'énergie gaspillée, c'est potentiellement du temps qu'on met à essayer de expliquer, négocier, etc., qui ne sert absolument à rien, qui fait juste empirer la crise, nous fatiguer davantage, etc. Le but, encore une fois, là, c'est pas uniquement de supprimer et d'éviter les crises. C'est un peu comme dans cette émission-là, comme si on supposait qu'avec le temps, les crises allaient disparaître et que l'enfant, en poussant par lui-même, allait être capable de gérer ça. Alors que c'est pas le cas. Il a besoin de nous, comme parents, pour petit à petit l'aider et lui transmettre la capacité à gérer ses frustrations, ses déceptions, ses mouvements d'humeur. Et donc, il ne faut pas viser à éviter les crises à tout prix. Qu'est-ce que vous avez essayé, vous, alors, par rapport aux colères de votre fille? Tout, les discussions. Et après, quand ça part vraiment et qu'elle est hermétique à toute discussion, je l'ai laissée dans sa chambre, se calmer. Elle ne se calme pas. J'ai crié, c'est encore pire. Et à la fin, c'est le good cop, bad cop, où il y en a un qui fait le méchant, le gentil, puis elle finit dans les bras du gentil. Et là, elle se calme et on peut lui parler. La réaction de la mère est très parlante. Elle a essayé ces types d'interventions. Ça ne suffit pas, ou pas complètement. Les crises continuent. Et surtout, avec l'âge et avec le fait que l'enfant va être de plus en plus fort, si on veut, nerveusement, les crises vont être aussi de plus en plus fortes. Il va s'obstiner de plus en plus, ça va être de plus en plus hors de contrôle, problématique, etc.
Ou si la mère arrive à bien compenser chez elle quand elle est avec l'enfant va se trouver en grande difficulté quand il va rentrer à l'école et que là, il n'y aura personne pour le prévenir, pour lui donner des choix restreints quand il n'arrive pas à faire un plus grand choix, etc., etc. Et donc, l'enfant va être en crise à l'école régulièrement, va être en difficulté, va être anxieux, va être stressé, etc. Donc, il manque vraiment quelque chose d'important dans cette intervention-là. La psychologue ne le sait pas, elle ne peut pas le dire aux parents, mais avec l'extrait qui suit, celui de la partie de la mère qui est filmée avec sa fille qui fait des crises à répétition, je vais montrer comment une intervention basée avant tout sur l'humeur de l'enfant a un plus grand potentiel d'aider et de développer petit à petit la capacité de l'enfant lui-même à gérer ces situations. En plus, en général, là, d'être beaucoup plus simple, même si ça demande certains ajustements. Tu manges tes carottes, t'as le droit à quelque chose derrière. Tu manges pas tes carottes, t'auras le droit à rien. La consigne est claire. Quelques carottes râpées contre un dessert. Mais Yelena, 4 ans, ne l'entend pas de cette oreille. Pas de carottes. Tu ne fais pas ça. Après 20 minutes de négociation, la sentence tombe. La petite fille est privée de dessert. Une punition qui la met totalement hors d'elle. Tu t'assois. Maman, il peut pas. Non. Ah, c'est trop tard, c'était à table qu'il fallait les manger. Non, 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 Yéna. Non, Yéna. Non. Non, Yéna. Non, ma clé. Mais c'est jeté dans les poubelles et après il a Mais bien sûr. Je les range. Des colères quotidiennes qui surviennent pour n'importe quel prétexte. Dès qu'elle est contrariée, ben ça va dans tous les sens, quoi. Elle veut pas manger ses carottes, et puis au bout d'un moment, ça finit par une crise, par je me lève de table, je crie, je pleure. Si on cède, tout va bien. Si on cède pas, ça continue, ça peut s'apaiser, mais ça met du temps. Alors, la première chose est que la mère parle beaucoup trop avec sa fille. En fait, dès le début, on voit très bien que sa fille s'obstine, résiste pour le plaisir de résister, de s'obstiner, etc. Et que c'est pas une question de manger ou non ses carottes, c'est qu'elle est dans une humeur intérieure d'opposition, de défiance face à sa mère. Et c'est là-dessus que la mère devrait intervenir dès qu'elle le voit. Qu'elle mange ou non ses carottes, c'est secondaire à ça. Dès qu'elle la voit dans cet état-là, automatiquement, elle devrait l'amener, donc par différents moyens, à changer son humeur et être réceptive à ce qui se passe. Et donc, dans ce cas-ci plus précis, le retrait, ce qu'elle fait au bout de 20 minutes, qui est évidemment beaucoup trop long, au bout de 20 minutes, elle la met en retrait, etc. Bon, là, évidemment, la fille part en crise, ça, c'est inévitable en général dans ce genre de situation-là, mais c'est ce qu'il faut faire dès le départ, dès qu'elle voit que l'enfant est dans cet état-là. Le deuxième point, c'est que pendant la crise, donc pendant le retrait, puis qu'elle est en crise, puis qu'elle la menace de toutes sortes de trucs, elle bouge d'un bord à l'autre, etc., la mère met beaucoup trop d'attention sur sa fille à ce moment-là. Un enfant qui est en retrait doit être privé de notre attention. On surveille pour voir qu'il ne se blesse pas, qu'il soit toujours dans la situation, dans l'état où il s'ennuie, il n'a pas d'autre chose autour de lui, etc. Mais on ne parle pas avec, on ne discute pas, on n'argumente pas, on le laisse là et on lui répète simplement « Là, tu es en crise, tant que tu es en crise, je ne m'occupe pas de toi, j'attends que tu sois redescendu. » On le voit d'ailleurs, ce bout-là, tout à la fin, quand elle sort du bain et que là, elle commence à avoir passé sa crise, elle se colle à sa mère et là l'humeur change, etc. Et là après ça la psychologue dit ça c'est le genre de truc qu'on peut faire mais ça sert absolument à rien de le faire quand l'enfant est en crise. Ça c'est en fait elle est dans cet état-là de vouloir se réconcilier parce que son état de crise est passé et donc c'est ça qu'on doit viser, qu'on doit attendre. Et un coup que c'est passé, là on lui dit ok, là je t'ai donné une consigne claire, tu t'es mis en crise, ça marche pas, on revient à la table, on revient si c'est possible, on fait ce qu'on a à faire et qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Est-ce que tu vas obéir? Oui, ok, parfait. Et là, on revient, puis on regarde. Et si l'enfant est de mauvaise foi, dit « Ah oui, c'est vrai, on lève les yeux, ne regarde pas vraiment, on continue à être fâché, etc. » On le voit bien là, chez les petits-enfants. À ce moment-là, on détermine, on voit que son humeur n'a pas changé et on le laisse en retrait. Tant que son humeur n'a pas changé, on le laisse en retrait. C'est vraiment un point très, très, très important qui va faire en sorte que l'enfant va savoir, va comprendre, entre guillemets, de cette manière-là, va sentir que ça va absolument lui donner rien de se mettre en crise, de résister, d'essayer de marchander, etc. Il aura, tout ce qu'il va obtenir, c'est quelque chose de plate, d'attendre dans un coin, puis de ne pas pouvoir participer, suivre le cours de sa vie. Autrement dit, de ne pas pouvoir être présent, de ne pas pouvoir avoir d'attention à lui aussi.
Dans la partie suivante, la balade au parc, on voit bien le phénomène de la petite fille est de mauvaise humeur, c'est-à-dire qu'elle est toujours irritable, à fleur de peau, etc. Dès qu'il y a une frustration, avec son vélo par exemple, elle pète une crise. Dès qu'il y a quelque chose qui lui est refusé, dès qu'il y a quelque chose d'imprévu, elle s'énerve, elle pète une crise, etc., etc. Ce qu'elle fait, entre guillemets, à chaque fois, c'est demander à sa mère qu'elle arrange la réalité pour que la réalité ne soit plus frustrante pour elle. Donc, dans cette attitude-là, évidemment que, comme la mère le dit bien, quand elle a décidé d'être de bonne humeur, j'en ai pour la journée. Encore une fois, c'est parce que la mère n'intervient pas sur l'humeur. Dès qu'elle la voit dans cette humeur-là, elle doit tout de suite intervenir pour la faire changer d'humeur. Et si l'humeur ne change pas, il ne peut pas y avoir d'autres activités, on ne peut pas continuer, etc. Donc, si par exemple, avant de décider de sortir, elle regarde sa fille, elle la voit de mauvaise humeur, elle lui dit tout de suite, là t'es de mauvaise humeur, on ne pourra rien faire d'autre, je vais te mettre en retrait le temps que tu changes d'humeur. Puis là, quand sa fille change d'humeur, un peu comme on voit tout à la fin à la fin du bain, puis là, elle veut se réconcilier avec sa mère, etc. Là, après ça, la mère peut lui dire, OK, si tu es capable de rester comme ça, on va sortir, on va regarder. Mais dès que l'humeur de la fille change, dès que de nouveau il y a quelque chose, tout de suite, elle doit intervenir dessus. Donc, ne pas faire l'erreur d'attendre que le comportement soit problématique avant d'intervenir. Il faut tout de suite intervenir sur l'humeur de l'enfant pour le garder le plus possible capable d'endurer les frustrations. Il ne faut jamais oublier qu'un enfant qui est dans cet état-là est un enfant qui souffre, est un enfant qui est en souffrance intérieurement et qui a besoin du parent pour l'aider à reprendre le contrôle sur la tornade, la tempête intérieure qu'il vit. Et donc, malgré les apparences, ça reste un petit enfant dépourvu qui est victime de tout ce déchaînement-là intérieur et qui a vraiment désespérément besoin que le parent puisse l'aider petit à petit à redescendre cette mauvaise humeur, cette agitation-là intérieure pour qu'il puisse de nouveau se développer normalement, harmonieusement et profiter de sa vie. Donc, il y a une règle, on s'y maintient, on est systématique avec ça. L'enfant part en crise, on le met en retrait, on attend qu'il se tasse, on attend qu'il se calme, on attend qu'il soit de nouveau réceptif. On lui explique brièvement ce qui s'est passé pour l'aider à intégrer les choses. Et après ça, on lui refait faire ce qu'il devait faire avant. Bon, ça peut être, par exemple, là, de manger ses carottes. Et ça ne sert à rien de lui promettre quelque chose après, de marchander ça contre un dessert ou autre. Manger des carottes, ça fait partie de la vie. On n'a pas des récompenses continuellement pour faire des choses qui sont bonnes pour nous dans la vie. On les fait parce que c'est bon pour nous. Donc, là, elle doit manger ses carottes, elle fait une crise, elle revient à table, elle doit de nouveau manger ses carottes, simplement. Et si elle refait une crise, on la remet en arrêt et on la refait bon. Et alors évidemment que dans ce genre de situation-là, vu qu'on part de loin, les crises vont être grosses au début, mais ça va très 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 vite s'apaiser, l'enfant va très vite se conformer, va très vite comprendre qu'il ne peut pas bouger le cadre en étant continuellement à mettre de la pression, en faisant des crises de colère, et ça va être beaucoup plus simple à gérer après, pourvu que la mère, encore une fois, intervienne immédiatement dès qu'elle voit que sa fille change d'humeur et n'est plus réceptive intérieurement. Quelques points peut-être pour terminer. Le premier, la mère le dit bien, d'ailleurs elle a l'air d'être particulièrement calme, disons, dans ce genre de situation-là. Évidemment que, bon, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de devenir un enfant face à un autre enfant, comme je l'ai dit dans les capsules théoriques. Et donc, effectivement, si intérieurement on voit qu'on est trop taxé, que c'est trop difficile, que c'est trop irritant, sortir, se mettre à l'abri, à la limite acheter la paix, parce que là sur le moment c'est mieux d'acheter la paix que de s'énerver, c'est toutes des bonnes choses à faire. Mais après ça il faut toujours se dire, ok, je suis allé trop loin, je me suis rendu trop loin, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour pas aller aussi loin? La deuxième chose, je le rappelle, puis la psychologue donne un autre exemple de on parle avec les yeux froncés, mon chaton, faut pas faire ça, etc. Encore une fois, ça ne sert à rien. Vous décidez, vous, l'autre parent éventuellement, bon, là maintenant on va procéder de cette façon-là, etc. Bon, vous le dites dans le sens, vous prévenez votre enfant, là, après ça, après le repas, il va se passer ça, etc. Et là, vous pouvez tout de suite lui dire, est-ce que tu vas faire une crise? Est-ce que ça va être difficile? Pas dans le sens qu'il va être capable de répondre, mais pour le rendre attentif, pour que petit à petit, il commence lui à intégrer le « ou ok, ça s'en vient, c'est la fin, il faut que je fasse attention, il faut que je me contienne, etc. » Et après ça, quand c'est le moment, ben, il faut être préparé nous-mêmes. Là, on va lui dire quelque chose qui ne va pas lui plaire, ça se peut qu'il y ait une crise. Fait qu'il ne faut pas qu'on soit en train de faire autre chose qui va être difficile, etc. Encore une fois, encadrer, investir, s'occuper d'enfants, c'est un travail difficile et donc il faut qu'on puisse être disponible, qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que dans les moments difficiles comme justement les transitions, affronter une crise, etc., ben, on ait que le contexte soit le plus favorable possible pour qu'on puisse faire ça. Autre point, les deux mères donnent l'explication de, bon, quand j'ai été enceinte, quand j'ai eu mon autre enfant, c'est là qu'elle a commencé à faire des crises, etc.
c'est purement une coïncidence. Le seul facteur qui peut jouer, c'est si la mère, le parent par exemple, bon, ça peut être la mère, le père évidemment, est beaucoup absorbé par les soins du plus jeune et n'a plus le temps, l'énergie pour consacrer suffisamment d'investissement, d'intérêt, d'énergie à son autre enfant, évidemment que l'autre enfant va réagir. Puis ça, c'est en filigrane dans toute cette émission-là, surtout dans la partie avec la mère. Est-ce qu'elle est capable d'être attentive suffisamment à sa fille? Autrement dit, est-ce que sa fille a besoin, entre guillemets, d'exploser, de faire des colères pour qu'elle ait plus l'attention de sa mère? C'est évidemment quelque chose qu'il faut regarder. Moi, je prends pour acquis que c'est pas le cas, et donc le problème, c'est la gestion de l'humeur dans ce genre de situation-là. Mais ça se peut que la mère soit autrement, à pas trop s'occuper de sa fille, et que sa fille ressorte, existe aux yeux de sa mère de cette manière-là. C'est toujours, évidemment, une possibilité. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, des suggestions, encore une fois, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine capsule. One.